Les Dents de la Mer, c'est l'histoire de comment un réalisateur inconnu, qui avait encore signé à ce moment-là qu'un téléfilm, quelques épisodes de série et un Sugarland Express au succès très relatif, s'est retrouvé aux commandes d'un des plus gros succès de l'histoire du cinéma au moment de sa sortie, récoltant plus de 50 fois son budget. Le film qui a créé le blockbuster d'été et qui fête ses 50 ans cette année. Bon, le but c'est pas de vous raconter pour la 100e fois l'histoire du requin qui marchait pas dès la première fois où on l'a mis à l'eau à cause de la corrosion par le sel de mer et qui a fait passer le tournage des 55 jours de prévu à 159 jours de cauchemar, et le budget de 2 à 9 millions de dollars, et réduisant le temps de présence du requin à l'écran des 40 minutes prévues à l'origine à moins de 5 minutes au final. Ce qui a forcé Spielberg à jeter à la poubelle tout son storyboard et la moitié de son scénario. Je vous parlerai pas non plus du moment où il a voulu remplacer son requin mécanique par un vrai grand blanc, une idée dont il reste d'ailleurs 7 scènes dans le film. Mais je vais plutôt vous parler de ce dont on parle finalement jamais, tellement la légende qui entoure le film est énorme. And they were always saying, the shark is not working, the shark is not working, repeat, the shark is not working. Je vais vous parler de sa symbolique, de son sens caché et de sa mise en scène, qui est une véritable leçon de cinéma. Allez, on plonge à l'eau et on n'a pas peur, c'est parti. Bah, plouf. En fait, c'est véritablement là que le Spielberg qu'on connaît va naître. Alors qu'il avait passé tout duel à nous montrer son camion, le grand méchant du film, qui nous laisse un peu imaginer ce à quoi auraient ressemblé les Dents de la Mer si on avait pu voir le requin tout du long, là il va être obligé de faire peur en montrant rien, en forçant le spectateur à imaginer la présence du requin. À la fois pour nous et pour les personnages, la surface de l'eau devient un écran géant où on va projeter nos peurs et nos angoisses. Résultat, le requin est suggéré juste par 2 notes de musique, un ponton arraché à un embarcadère qui fait demi-tour quand un pêcheur tombe à l'eau, ou alors par un simple triangle. Que ce soit celui de l'aileron du vrai requin dans la mer, le triangle en carton des gamins qui font semblant qu'il y a un requin dans la baie, celui peint en noir sur la pancarte de Bienvenue à Amity, la ville où se passe l'intrigue, celui de la dent plantée dans la barque du pêcheur, ou même celui formé par la tête du requin vue de dessous sur l'affiche. Spielberg va systématiquement référer à l'ensemble de sa créature terrifiante uniquement par des substituts, pour rendre l'invisible palpable. Comme l'utilisation des barils jaunes que les 3 personnages principaux, le shérif Brody, Hooper l'océanographe et Quint le vieux loup de mer, accrochent au requin, et qui figure sa position tout autour du bateau sans jamais avoir besoin de le montrer. Une figure de style qui sera reprise 50 fois après, jusqu'aux fanions qui trahissent la présence de l'alien dans les nuages de Nope. C'est l'application filmique de la figure littéraire de la synecdoche, qu'on va retrouver tout au long de la carrière de Spielberg. Alors ça va des clés de Keyes, l'antagoniste de E.T., qui est la seule partie de lui qu'on voit pendant plus de la moitié du film, au ridule sur les verres d'eau dans Jurassic Park, qui annonce l'arrivée du T-Rex, qui sera repris dans Le Monde Perdu. Dans la liste de Schindler, c'est un plan sur la fumée des fours crématoires qui nous évoque, sans jamais avoir à le montrer, l'intégralité du génocide juif, ou encore un chapeau qui devient à lui seul le symbole d'un aventurier. Alors qu'il montrait systématiquement tout dans Duel, ne laissant à l'imagination du spectateur que le visage du conducteur du camion, avec Les Dents de la Mer, Spielberg va être contraint à devenir le cinéaste du manque, de l'image creuse. Il va découvrir la temporisation de ses effets. Ce qui aboutira dès le film suivant au fameux travelling avant sur un personnage qui regarde, pour surtout ne pas tout de suite jouer toutes ses cartes, pour nous faire attendre le plus possible avant de nous montrer la fameuse Devil's Tower de Rencontre du troisième type, ou les dinosaures du parc Jurassique. Nous faire imaginer les choses à nous spectateurs, plutôt que de nous les livrer sur un plateau d'argent prêt à la consommation. Et toutes ces figures de style auraient peut-être pas existé si le requin avait marché. Donc il faut se dire que souvent la contrainte, ça a du bon. So we see him in the sky, and so we don't see what he sees, but we do see that he's really... Okay, so he's like almost losing his mind, right? Because what he is seeing is totally terrible. And then I'm gonna turn the camera so that we see it. Mais de quoi nous parlent finalement vraiment Les Dents de la Mer? Juste d'un requin tueur? Bah certainement pas, sinon on n'en discuterait pas encore un demi-siècle plus tard, et j'en porterais pas les chaussettes aujourd'hui. Parce que, en fait, comme d'habitude, chez Spielberg, c'est les personnages qui priment par-dessus tout. Et l'élément fantastique ou monstrueux n'existe que pour confronter les personnages à leurs troubles. Tenez, par exemple dans E.T., la présence de l'extraterrestre sert à permettre à Elliot d'accepter le départ de son père du foyer familial. Maybe you ought to call your father and tell him about it. I can't. He's in Mexico with Sally. Il recrée ainsi leur séparation par proxy, et il peut enfin dire à E.T. ce qu'il a jamais pu dire à son père. Dans Jurassic Park, toute cette aventure va permettre à Alan Grant de passer de celui qui déteste les enfants, I mean, what's so wrong with kids? Oh, Ellie, look, they're noisy, they're messy, they're expensive. Cheap, cheap. They smell.
qui semble vouloir les tuer, à celui qui les a dans ses bras à la fin. Comme les dinosaures qui pouvaient pas avoir de bébé dans le parc, il devient lui aussi père. Exactement comme Référière dans La Guerre des Mondes d'ailleurs, qui est le pire père du monde. Allergic to peanut butter. Since when? Birth. That's half what I got. You're an asshole. Hate coming here. Why you act like such a dick? Et que l'arrivée des envahisseurs, au plus haut des tensions familiales, va forcer à travailler sur son statut de père, risquer sa vie pour ses enfants et mériter leur amour. C'est pour ça que dans tous les films de Spielberg, la symbolique va toujours aller dans le sens de l'évolution des personnages, comme dans Jurassic Park encore, où justement Alan Grant commence habillé en bleu, et Ellie Sattler s'accompagne en rose, les couleurs très traditionnelles genrées des garçons et des filles. Et ils vont, comme les dinosaures qui changent de sexe au cours du film, Some West African frogs have been known to spontaneously change sex from male to female in a single-sex environment. Life found a way. ils vont eux aussi s'intervertir. Ellie finissant en bleu et en se retroussant les manches pour aller tâter du raptor avec un gros gun, pendant qu'Alan va s'occuper des enfants. Et la poussière qui recouvre sa chemise la teinte finalement en rose. Et ici dans Les Dents de la Mer, ce penchant pour le symbolisme va être encore plus accentué, puisque la mise en scène, plutôt que d'être réaliste, va exprimer l'intériorité de son personnage principal. Regardons la scène pivot du film, où Brody est assis sur son transat et surveille les baigneurs, anxieux que survienne une seconde attaque de requins alors qu'il avait avisé de fermer les plages, ce que le maire de la ville a refusé, trop préoccupé par les considérations financières que ça impliquait. Amity is a summer town. We need summer dollars. Un homme vient discuter avec Brody et lui obstrue son champ visuel. Ce plan est un peu particulier et j'y fais souvent référence parce que Spielberg y fait l'utilisation d'une demi-bonnette, qui est une lentille spéciale comme une espèce de demi-loupe qu'on met sur l'objectif de la caméra et qui permet d'obtenir en fait deux points de netteté différents, donc deux profondeurs de champ contraires dans un même plan. D'un côté sur un sujet éloigné et de l'autre sur un sujet très proche, ce qui est normalement impossible, parce que quand on fait le point sur un sujet qui est très proche, même en fermant beaucoup son diaphragme, le sujet éloigné devient flou. Et inversement en fait, le sujet proche devient flou et le lointain devient net. On en avait pas mal parlé d'ailleurs sur la vidéo sur The Thing. On se retrouve donc avec un plan qui est coupé en deux, qui a une grande profondeur de champ à gauche et très faible à droite, l'océan étant flou. Et on a en plus dans le fond la radio qui, par son obstruction sonore, redouble l'obstruction visuelle. Brody ne voit rien, il entend rien, et sa surveillance est parasitée de partout. Et ce sentiment est exprimé uniquement à travers la mise en scène, qui, plutôt que de traduire la réalité, traduit une idée, reflète l'intériorité du personnage, qui doit ici littéralement faire le point sur les deux événements à la fois. D'un côté l'océan avec le caractère exceptionnel de l'attaque de requins de la veille, et de l'autre l'homme qui se plaint de ses soucis de parking, c'est-à-dire son travail de tous les jours. Ce qui est une impossibilité puisque concilier les deux est antithétique. Mais là où ça va un peu plus loin, c'est que ces soucis du quotidien renvoient au maire de la ville, qui ressemble d'ailleurs beaucoup à ce personnage, et qui refuse de faire fermer les plages. Et donc il a une vision qu'à très court terme, très en superficie des choses, exactement comme ce qu'il y a à droite du plan. Alors que Brody, lui, voit beaucoup plus loin, comme à gauche du plan. Il a en ligne de mire de protéger ses concitoyens. Donc profondeur d'un côté et surface de l'autre, mêlant parfaitement le fond et la forme. Tout semble se passer dans la tête de Brody, et la mise en scène exprime son intériorité. Regardez ces faux raccords. La radio, la femme et les objets dans la cabane disparaissent pour le laisser seul face à ce qu'il regarde. Il fait le vide dans son esprit pour mieux se concentrer. Et en fait, on a cette même idée dans la suite de la scène, toujours avec un effet optique au moment où le petit Alex se fait attaquer. C'est le fameux travelling compensé qui est emprunté au Vertigo d'Hitchcock, où la caméra avance en même temps que l'opérateur dézoome, ce qui étire le paysage derrière Brody, donnant une impression de vertige. Et cet effet inverse justement les valeurs de profondeur de champ dont on parlait. Exactement comme la demi-bonnette, toujours au sein d'un même plan, où on passe d'une profondeur de champ très faible à une profondeur de champ immense qui semble aspirer Brody. Toute la mise en scène est basée sur des effets uniquement optiques de la caméra, redoublant le fait que, comme Brody sur sa chaise et le spectateur sur son fauteuil, pendant toute la première partie du film, les personnages sont impuissants et ne font que regarder l'horreur qui s'offre à eux, avec leur regard pour seule arme, ne pouvant que s'interroger sur l'identité des victimes potentielles. Mais cette idée du regard, on l'a en fait dès le premier plan, qui est un plan séquence subjectif du requin accompagné du leitmotiv musical de John Williams. Donc on associe le plan subjectif et la musique au requin dès la première image, et la première attaque d'ailleurs, qui reprend aussi ce plan subjectif et la même musique. Sauf que Spielberg, plus tard, va faire mentir ce dispositif, parce qu'il fait des plans sous-marins qui n'appartiennent pas au requin, et qui ressemblent pourtant comme deux gouttes d'eau à ceux du début, puisqu'à ce moment, il n'y a personne sous l'eau, vu que c'est les deux gamins avec leurs faux ailerons qui font croire à la présence du requin. Pareil, à ce moment-là, on a des regards caméra des nageurs, donc à nouveau une caméra subjective, mais de quelque chose qui n'est pas le requin,
Alors que juste après, on a un nouveau regard caméra derrière lequel se cache le vrai requin. Donc en fait, le spectateur sait jamais vraiment s'il doit croire le dispositif du plan subjectif ou non. Exactement comme dans Halloween 3 ans après, où après avoir fait lui aussi un premier plan entièrement subjectif, John Carpenter va jouer avec son dispositif pour que jamais le spectateur ne sache si les plans appartiennent au regard subjectif de Michael Myers ou non. La terreur peut donc surgir de n'importe où dans le plan, signifiant que le mal est partout à la fois. Bon, chez Spielberg c'est le même procédé mais pas tout à fait le même discours. Parce que ici, ce principe de forcer le spectateur à remettre en question ce que lui dit la mise en scène, c'est un développement thématique du fait que les personnages doivent systématiquement remettre en question le discours des autorités. Ici, le maire qui veut garder les plages ouvertes contre tout bon sens puisque la menace est réelle. Et donc, face à ces mensonges et ces entourloupes, tout le monde, les spectateurs comme les personnages, doivent remettre en question le discours des autorités, le réalisateur étant le seul maître à bord. Comme Quint, qui va lui aussi mentir et empêcher la femme de Brody de le joindre sur le bateau. La voix du garde-côte à ce moment-là étant justement celle de Spielberg. Et plus tard, Quint va les empêcher de joindre la côte en détruisant leur équipement, les mettant en danger. Exactement comme l'avait fait le maire de la ville, qui, comme Spielberg, lui aussi faisait mentir les images. Possibly, yes, a boating accident. That's not what you told me over the phone. A summer girl goes swimming. Swims out a little far. She tires. Fishing boat comes along. Probable boating accident. This was no boat accident. Did you notify the Coast Guard about this? No. It was only local jurisdiction. Cette façon de devoir systématiquement aller chercher la vérité sous la surface, comme Brody et Hooper vont chercher la vérité dans les entrailles du faux coupable, du requin que le maire a pendu en place publique pour montrer qu'il ne contient pas les restes du petit Alex, mort sur son matelas pneumatique, on la retrouve tout au début du film, juste après la séquence d'ouverture. Le téléphone sonne dans la cuisine de Brody pour l'avertir de la mort de la jeune femme. Dans le fond, son épouse est en train de laver sous l'eau du robinet la blessure ensanglantée de son fils. Et donc à ce moment-là, l'arrière-plan mêle le sang et l'eau, ce qui annonce thématiquement ce qu'on va dire au téléphone à Brody. Donc il se dirige vers le combiné en avant-plan, il le décroche, mais la sonnerie continue de retentir. Donc il raccroche et il se saisit d'un autre combiné qui était situé en dessous du premier, certainement son téléphone professionnel vu qu'il est shérif. Un téléphone qui était invisible au spectateur, qui était situé dans le hors-champ. Et en fait, ce plan-là résume tous les enjeux à venir du film. Le spectateur croit que c'est ce qui est mis en gros plan sur le devant de la scène qui est en train de faire du bruit, comme le requin qui est mis au pilori par le maire, mais c'est faux. La menace vient d'en dessous. L'autre requin, celui qui est invisible, caché par la mise en scène, dans l'en-deçà du plan, qui continue de mugir sa sonnerie à lui, les notes de John Williams. Surface d'un côté, profondeur de l'autre. Mais en fait, on avait la même idée de remise en question de ce que nous montre la mise en scène un petit peu plus tôt dans cette scène. Parce que le tout premier plan de Brody, c'est une sorte de duel entre lui et la mer, sachant que la caractéristique principale de Brody, c'est sa phobie de l'eau. Donc Spielberg le montre comme s'il était seul face à cette grande étendue, son ennemi juré, sauf que non, il n'est pas du tout seul face à l'océan, il est bien au chaud chez lui, assis sur son lit. Encore une illusion d'optique, littéralement, en utilisant une longue focale. Tenez, encore la même idée dès le deuxième plan du film. Spielberg nous présente avec des gros plans les deux jeunes qui vont fricoter sur la plage, la jeune femme étant la première victime. On a l'impression qu'ils sont proches l'un de l'autre, mais en fait, pas du tout. Ils sont éloignés de plusieurs mètres. À plein d'endroits, Spielberg nous avertit, pour qu'on le fasse de façon quasiment inconsciente, de remettre en question ce qu'on voit, qui est toujours plus complexe. Et en fait, c'est comme ça que Les Dents de la Mer s'inscrit parfaitement dans le cinéma de son époque, les années 70, qui étaient marquées par la paranoïa et la méfiance envers les autorités, en pleine guerre du Vietnam qui aurait pu être évitée et qui servait à rien. Ike Kennedy, Johnson, they violated the Geneva Convention, they lied to Congress and they lied to the public. They knew we couldn't win and still sent boys to die. What about Nixon? He's just carrying on like all the others. Et en plein scandale du Watergate en 72, où Nixon a été pris en flagrant délit de mensonge et où il a dû démissionner. Tout ça après l'assassinat de Kennedy, où tout le monde était persuadé qu'il avait été tué par la CIA, pile un an après la mort suspecte de sa maîtresse Marilyn Monroe. Happy birthday, Mr. President. Dans le cinéma des années 70, les images mentent, et il faut aller au-delà de leur surface pour voir ce qu'elles dissimulent en profondeur, comme le faux aileron qui s'arrête exactement à la surface, et comme la surface de l'eau peut cacher le requin. Voir sous la surface, c'est d'ailleurs exactement ce que fait Hooper avec son sonar. Comme il plonge sous la surface pour voir ce que le bateau de pêcheur à la dérive contient, comme le requin qui s'ouvrait, dans ses entrailles. Ce qui est précisément ce que le maire lui refusait.
to perform some kind of a half-assed autopsy on a fish. Le maire, lui, il préfère rester sur l'image en 2 dimensions du requin qui va faire la une du journal dans sa ville de carte postale, celle qu'on voyait sur le panneau publicitaire et qui souhaitait la bienvenue, lui aussi en 2 dimensions. Et en fait, on a systématiquement dans le film cette idée de représentation en 2 dimensions face à la réalité en 3 dimensions, dont on va explorer la profondeur. Que ce soit le requin du jeu vidéo Killer Shark, ou celui qui est dessiné à la craie sur le tableau qui reprend exactement la scène de fin, avec Quint à côté, celui qui va justement finir dans la gueule du requin. Pareil, quasiment toutes les images du livre que feuillette Brody vont finir par devenir réelles, que ce soit le trou dans la coque du bateau de pêcheur, le requin avec une bonbonne d'oxygène entre les dents, une équipe qui est vue à travers une mâchoire de requin, une vigie qui est au perché en train de surveiller la plage, mais c'est aussi le cas de la fiche d'Amity, puisque la nageuse en maillot de bain rouge sur un matelas pneumatique jaune anticipe le petit Alex. Et ça, cette idée de représentation et de réalité qui s'entremêlent, en fait on la retrouve un peu partout dans la filmographie de Spielberg. Bon, on pense évidemment au logo du parc, qui est aussi le logo du film dans Jurassic Park, où on sait jamais si les gens parlent du film ou du parc. Surtout que les personnages s'installent pour regarder Jurassic Park dans une salle de cinéma. Mais en fait, on avait ça dès le début de la carrière de Spielberg, où il faisait la scène de révélation de son téléfilm Chantage à Washington dans un studio de tournage, où il faisait se retourner la caméra. C'est aussi Sam, l'avatar de Spielberg dans The Fabelmans, qui peut supporter la séparation de ses parents que s'il s'imagine en train de la filmer. Spielberg se filmant donc lui-même en train de filmer, le tout dans un miroir, pliant le film sur lui-même dans une spirale méta. Pareil dans un autre téléfilm, Something Evil, où dès les premiers plans, la frontière disparaissait entre le dessin et la réalité, rajoutant un film dans le film et le doublage des actrices du film dans le film par encore d'autres actrices. On ne sait plus où commence la réalité et où commence la fiction. Comme Ready Player One, où l'équipe de Wade fait croire au méchant qu'il est dans la réalité, alors qu'il est encore dans la réalité virtuelle. Comme dans l'épisode qu'a réalisé Spielberg pour sa série Histoire extraordinaire, La Mascotte, où un dessin devient réalité pour sauver un avion d'un crash. Mais en fait, on a la même chose, de façon un peu moins surréaliste, dans Empire du Soleil, où Jamie, en souvenir de ses parents, trimballe avec lui une peinture de Norman Rockwell, que Spielberg avait auparavant recréée dans sa réalité, symbolisant que son monde en fait se transforme en fiction au moment où il passe littéralement derrière une caméra, et rentre dans une affiche géante d'Autant n'emporte le vent. Donc il rentre dans la fiction. Alors qu'il avait passé tout le début du film comme spectateur, témoin d'un spectacle cadré par la fenêtre de sa voiture avec chauffeur privé. Il se retrouve de l'autre côté de l'écran, de celui qui cadrait à celui qui est cadré, déjà séparé de ses parents par ce plan. Et il passera le film à tenter de repasser cette frontière en passant sous des grillages, derrière des rideaux, finalement toujours séparé des autres par un écran. Il cherche à repasser derrière cet écran que formait la fenêtre de sa voiture au départ, jusqu'à finir par dormir sur le seuil d'une porte, dans un lieu d'entre-deux, ni d'un côté ni de l'autre. Mais la fiction qu'on regarde derrière un écran et qui vient vous chercher par la suite, ou que vous allez chercher, c'est le cœur du cinéma de Spielberg. C'est le T-Rex qui vient briser la barrière spectatoriale, c'est le Raptor qui se superpose à sa propre représentation ou qui passe de l'autre côté de l'écran. C'est Leonardo DiCaprio dans Arrête-moi si tu peux qui voit le fantasme chez sa mère de l'enfant qu'il aurait pu être, toujours dans un spectacle surcadré, regardé à travers un écran. Dans Minority Report, Anderton voit des images projetées sur un écran en 2 dimensions, et il va passer de l'autre côté de l'écran, et les revivre dans la réalité en 3 dimensions. Pareil, l'exploration de la 3e dimension, c'est le principe même de la mise en scène de Tintin, qui arrête pas de figurer des cases de bande dessinée et des cadres dans le cadre dont Tintin ne va pas arrêter de sortir tout du long, s'interrogeant sur la représentation même de son personnage dès son premier plan. Mais toutes ces oppositions 2D, 3D, réalité, fiction, surface, profondeur vont être redoublées par toutes les autres oppositions du film, dont la première moitié se passe sur la Terre et la seconde se passe sur l'eau, où on a un requin territorial d'un côté, sous la mer, et de l'autre, sur la Terre, un maire qui lutte pour sa commune, tout aussi territorial que le requin. On a aussi un affrontement entre 2 représentants élus, le maire et le shérif, la politique d'un côté et de l'autre les forces de l'ordre, chacun opposé dans leur conception de la loi, ce qui est traduit par Spielberg qui montre Brody, bien que très pressé, traverser consciencieusement entre les bandes du passage piéton, alors que le maire reste ostensiblement en dehors des clous, la rigueur d'un côté et les magouilles de l'autre. Un écartèlement entre action et réflexion dans une œuvre dont le thème central est l'humain face à la nature, qui lui rappelle qu'il est qu'un maillon dans la chaîne alimentaire. Mais ces conversations qui opposent sécurité et profit renvoient aussi à cette petite communauté balnéaire, qui est en fait qu'une petite île face à un énorme continent. Le shérif essaye de faire bouger les choses, mais le maire reste sur ses positions, ce qui est à nouveau figuré par la mise en scène, puisque le maire interdit à Brody de faire fermer les plages dans un plan séquence qui dure 2 minutes, qui se passe sur une barge, entre 2 rives, donc
entre une solution et l'autre. Sauf que la caméra y est complètement immobile, montrant l'immobilisme absolu du maire. Pareil, on a un autre plan séquence, qui fait 3 minutes celui-là, qui développe encore cette idée, avec une nouvelle discussion sur la fermeture des plages. Et les personnages opèrent un espèce de ballet qui est centré sur la grande pancarte publicitaire de Bienvenue à Amity, qui, ainsi taguée, devient l'opposé de ce qu'elle prétend être. En fait, cette ville n'est vraiment qu'une image de carte postale, qui est prétendument paradisiaque alors qu'elle vit que 3 mois par an et redevient morte en basse saison. Spielberg révèle la nature profonde en allant gratter ce vernis de surface que le maire essaye à tout prix de conserver. Lui-même n'étant qu'une image, puisqu'il a sans arrêt une cigarette au bout des lèvres, qui est jamais allumée, toujours flambant neuve, traduisant sa superficialité absolue. La projection qu'on fait aux autres est perpétuellement un mensonge. Et cette ville fantôme n'existe et en fait ne survit que grâce au tourisme. Donc il faut préserver cette image publicitaire par de la mise en scène. D'ailleurs, c'est pas pour rien que l'arrivée des touristes à Amity soit filmée comme l'ouverture d'un rideau sur une scène de théâtre, ou un rideau d'écran de cinéma. La ville devient alors littéralement cette carte postale pour laquelle se bat le maire, aussi artificielle que le tournage d'un film. La plage est envahie de journalistes qui se mettent à parler directement à la caméra, interrogeant encore le point de vue et la subjectivité des plans, les jeunes derrière faisant de grands signes à la caméra, brouillant les frontières entre réalité et fiction encore. D'ailleurs, le journaliste qui s'adresse directement à nous est joué par Peter Benchley, l'auteur du roman, mettant à nouveau en abîme le film et l'artificialité qu'il interroge. Et c'est comme ça que ce film s'intègre finalement parfaitement dans son époque, en montrant la déliquescence des États-Unis à travers leurs vitrines publicitaires, en allant gratter la surface de l'écran pour révéler la pourriture en profondeur. Une vitrine publicitaire qui continuerait d'interroger dès son film suivant, où l'arrivée des extraterrestres et la pulsion artistique qu'ils entraînent feraient s'éteindre l'insigne de McDonald's, et ferait sortir le personnage principal de toutes les conventions sociales en déconstruisant littéralement son pavillon de banlieue pré-réganien sous l'œil concerné de ses voisins, abandonnant les valeurs de la famille nucléaire pour partir à l'aventure. Oh, je fais une micro-pause parce que j'ai un truc spécial à vous annoncer. C'est la sortie de mon 2e et ultime volume d'analyse du cinéma de Spielberg. Parce que tout ce que je suis en train de vous raconter dans cet épisode, c'est pas le tiers de tout ce qui se cache dans la mise en scène des Dents de la Mer. Et vous pouvez retrouver tout le reste à partir du 15 mai. Le livre sera disponible dans toutes les librairies et sur internet. Ça a pris plus de 2 ans de ma vie à l'écrire et j'en suis vraiment très fier. Ça s'appelle L'œuvre de Steven Spielberg, l'art du blockbuster volume 2, et ça analyse, exactement comme je fais sur ma chaîne, tous les films de Spielberg, les 35, entre le volume 1 et le volume 2. Et regardez, en plus, ils sont complémentaires. C'est illustré de partout, il y a 850 photos, sans filtre cette fois, sur plus de 500 pages. C'est 25% plus gros, mais au même prix que le volume 1, donc merci Third Edition. Vous y retrouverez les Dents de la Mer, Jurassic Park, AI, La Liste de Schindler, Duel, Le Soldat Ryan, Hook et plein d'autres films. Alors vous pouvez attendre qu'il sorte en librairie, mais vous pouvez aussi le commander dès aujourd'hui sur le site de la Fnac, avec qui j'ai un partenariat spécial, grâce au lien qui est en description. Et il faut utiliser le lien pour que le partenariat fonctionne. J'ai jamais demandé de l'argent pour la chaîne, j'ai jamais fait de Tipeee, j'ai jamais fait de Patreon, j'ai jamais essayé de vous vendre des VPN ou de la bouffe, j'ai réduit les pubs YouTube au maximum juste pour suffisamment aider au référencement, donc je vous demande juste ça. Si vous aimez mon travail, s'il vous plaît, achetez mon bouquin, offrez-le, partagez le lien aussi sur les réseaux, promis vous serez pas déçus. Il est vraiment chouette et il est encore mieux que le tome 1 qui est déjà noté 5 étoiles sur le site de la Fnac et 4,9 sur Amazon, mais qui a été aussi coup de cœur du Masque et la Plume. Allez, j'arrête de vous embêter, s'il vous plaît, précommandez mon livre et on reprend les Dents de la Mer. C'est parti. Plouf. Tout dans le film semble perpétuellement creuser cette idée de surface face à la profondeur, ce qui est en dessous, à l'intérieur. Et fouiller sous la surface, pour un être humain, fouiller son propre hors-champ, c'est savoir explorer son subconscient, ses propres démons. Démons que les personnages vont mettre sur la table, littéralement, en montrant leurs cicatrices pendant la longue conversation à bord de l'Orca. Des tourments dont ils gardent une trace apparente alors qu'ils essayent de la dissimuler. Pour Hooper, c'est une attaque de requin quand il avait 12 ans, qui a débuté sa passion. Et pour Quint, c'est la mort de près d'1 millier de ses frères d'armes, qui ont été dévorés par des requins alors que l'USS Indianapolis, le bateau qui transportait la bombe nucléaire au Japon, a coulé après sa livraison, et a été oublié des autorités pendant de nombreux jours. Une réflexion sur le prix à payer pour l'utilisation de l'arme atomique que Spielberg continuerait à développer tout au long de sa filmographie, d'Empire du Soleil à Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal, en passant par les terribles images du pont des espions et la figure d'Oppenheimer dans Jurassic Park. Hooper et Quint ont réussi à purger leurs démons, ou du moins à les canaliser,
faisant chacun des requins le centre de leur vie. Tandis que Brody, lui, n'a de cicatrice que l'appendicite. Rien n'a jamais été extériorisé chez lui. Il garde sa terreur de l'eau et il bout comme une cocotte minute qui est prête à exploser. Et c'est bien à ça que va servir le requin, à incarner la somme de toutes ses peurs, pour qu'il puisse enfin s'y confronter et les pulvériser dans une catharsis finale. C'est aussi pour ça qu'il est radicalement opposé aux deux autres personnages. Hooper et Quint sont libres, sans attache, vivant tous les deux la plupart du temps en mer, alors que Brody est ancré sur Terre. Et tout en lui et chez lui rappelle ça. Regardez la déco chez lui renvoie au jaune du sable, des rideaux au papier peint jusqu'à ses ustensiles de cuisine, ses meubles et même son chien. Il a les cheveux et les yeux du marron de la Terre, il est habillé en teinte ocre, et même sa voiture de shérif a cette couleur, alors qu'elles sont normalement blanches et noires aux États-Unis. Il est ainsi radicalement opposé à Hooper et Quint, qui ont tous les deux les yeux bleus et qui sont tous les deux habillés en bleu, ce qui les lie donc à l'océan. Et d'ailleurs, cette même couleur jaune est associée à ceux qui restent sur la Terre pendant que leurs proches se font dévorer dans l'eau. Le chapeau et le sac de plage de la mère du petit Alex sont jaunes, comme le polo du propriétaire du chien qui se fait manger par le requin. Pareil, le matelas gonflable d'Alex qui flotte au-dessus de l'eau et qui est la dernière chose qui reste de lui est jaune, comme celui de la femme sur l'affiche. C'est aussi la couleur des barils qui maintiennent le requin à la surface et qui l'empêche de se perdre dans le bleu de l'océan. Et rien n'est laissé au hasard, puisque le maire, celui qui affirme son contrôle absolu sur la terre comme sur la mer, alterne entre un costume rayé bleu et jaune et une veste avec des ancres, qui est ce qui lie ce qui est au-dessus et ce qui est au-dessous de l'eau, montrant par ces deux costumes qu'il pense régner sur ces deux espaces, aussi territorial que le requin. Mais il n'y a finalement pas que le maire qui s'oppose à Brody et dont il va devoir triompher, parce que Quint, en enlevant sa dent prothétique, est explicitement associé au requin, qui avait lui aussi perdu une dent. Et tous les deux sont mis en miroir en train de manger quelque chose la première fois qu'on le voit. Quint, c'est la pulsion, c'est le vieux marin qui a ça dans le sang et qui se pose pas de questions, qui est complètement opposé à Hooper, qui lui réfléchit et utilise la science pour lutter contre le requin. En fait, c'est ça le sens caché des Dents de la Mer. C'est une psychothérapie à l'échelle filmique, ce que fait systématiquement d'ailleurs Spielberg lui-même. En fait, tout au long du film, les angoisses de Brody semblent devenir réalité, matérialisées par le requin. Regardez, il a peur pour son fils qui joue sur un ponton, immédiatement après, le requin détruit un ponton dans la séquence suivante. Il a peur pour son fils qui nage dans l'eau, le requin dévore immédiatement le petit Alex, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. La plus grande transformation que Spielberg a opérée sur le scénario par rapport au roman original, c'est d'une part donc la phobie de l'eau qu'a Brody, et d'autre part le fait que Brody n'est plus originaire d'Amity. Il a fui New York et ses soucis de mariage en espérant que ce changement allait tout effacer, mais il se retrouve face aux mêmes problèmes à Amity, qui sont exacerbés par l'arrivée du requin, qui en devient le catalyseur. Your husband's home. Yes. I'd really like to talk to him. Yes, so would I. The crime rate in New York will kill you. Violence, rip-offs, muggings. Kids can't leave the house. You gotta walk them to school. Mais finalement, c'est aussi ce qui se passe à Amity, où il doit surveiller constamment ses enfants pour pas qu'ils meurent. On n'échappe jamais à qui on était avant. Même à Amity, Brody reste un New-Yorkais. I just want to know one simple thing. When do I get to become an islander? Ellen, never. Never. You're not born here, you're not an island. Le film nous dit qu'on peut jamais fuir ses démons, qu'on les emporte toujours avec soi, anticipant 50 ans de films d'horreur qui vont parler que de ça. I liked that it was a movie about trauma. It's a movie about trauma. It's a movie about trauma. The movie is about trauma. You know, generational trauma. Generational trauma. Generational trauma. Yeah. Trauma. 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 Brody va donc passer de la verticalité oppressante de New York à l'horizontalité absolue de l'océan, sur laquelle donne sa maison. Mais comme toutes les images du film, cette horizontalité est trompeuse, puisque la présence même du requin va mettre en jeu une composante verticale, vu que la menace vient des profondeurs, faisant ressurgir cette verticalité que Brody avait pourtant fui. À l'occasion de la sortie du film, Spielberg a déclaré « Les Dents de la Mer, ce n'est pas un grand spectacle. C'est un tout petit film qui ne traite que d'un seul thème, à savoir, il n'y a aucun endroit au monde où on est en totale sécurité. » Et ça, il le figure par un fondu enchaîné entre le calme effrayant de l'océan après la mort de la première victime et le même océan vu par la fenêtre de la chambre de Brody, liant en fait l'horreur extérieure au tourment intérieur de cette maison. Normalement, dans un film de requin, on devrait être en sécurité si on se baigne pas. Mais ici, le foyer semble assailli de toutes parts, par la lumière qui vient de l'extérieur. D'ailleurs, la toute première phrase de Brody dans le film est de s'en plaindre.
par la blessure de son fils qui s'est faite dans le jardin, par la sonnerie du téléphone qui perturbe ce que les personnages se disent dans un brouhaha total. L'extérieur semble être une agression perpétuelle pour Brody, qui en est pourtant cerné puisqu'il habite sur une île, donc il est environné par l'eau, cerné par sa plus profonde terreur. Des agressions qui s'incarnent finalement dans celle du requin, exactement comme dans Duel, le camion tueur faisant revivre au protagoniste l'agression sexuelle qu'avait subie sa femme la veille. Où il n'a fait que regarder, impuissant à la secourir. Tout le duel en fait entre le gros méchant camion et le petit conducteur frêle, David contre Goliath, étant une extension de ce trauma matriciel. Le lien entre le requin tueur et le camion tueur devient d'ailleurs évident avec la plaque minéralogique qui sort du ventre du requin. Le squale pousse en fait Brody à affronter ses démons, sans quoi ses soucis de couple l'auraient probablement mené à abandonner sa famille à terme, exactement ce que fera Roy Neary dans Rencontre du troisième type, le film suivant de Spielberg. Le territoire de Brody va diminuer de plus en plus au fur et à mesure pour le forcer à se confronter à son trauma, passant de l'île de Manhattan à l'île d'Amity, puis à l'Orca, qui chavire et coule lentement, puis monte sur le mât pour éviter l'eau, son espace vital se réduisant comme peau de chagrin. Peu à peu, toutes les barrières entre lui et l'océan vont chuter, en commençant par la première qu'il avait, la fenêtre de sa chambre dans ce duel avec l'océan, lequel revient à la moitié du film, mais où, par un lent zoom vers l'horizon, Spielberg va affranchir Brody des cloisons qui bordaient le cadre et son esprit, traduisant sa décision de partir en mer et de se confronter enfin à son adversaire, de passer de spectateur, celui qui regarde, à celui qui fait, passant de l'autre côté de l'écran de façon assez littérale. Comme plus tard, le requin brise justement cette fenêtre qui le séparait de l'océan dans sa chambre. Et c'est que quand il s'oblige à y faire face, en associant les deux personnages qui lui sont opposés, qu'il arrive à vaincre le requin, en utilisant le fusil de Quint, l'homme d'action, et la bonbonne d'oxygène apportée par Hooper, l'homme de science, associant la mort, le fusil, et la vie, l'oxygène. Il relie ainsi les deux extrémités de son conflit personnel pour se confronter enfin en face à face au monstre qui hante son subconscient, alors qu'il était dos à lui avant. Il peut alors obtenir sa catharsis dans une gerbe d'eau qui le mouille pour la toute première fois du film. Et enfin, littéralement, se jeter à l'eau et rejoindre la terre ferme, enfin libre, habillée du bleu de l'océan et portée par les barils jaunes sable. Il unit enfin la surface et la profondeur, la terre et la mer dans un dernier plan qui imbrique à la perfection les deux couleurs du film, l'océan bleu à gauche et le sable jaune à droite. Les deux hommes touchant enfin terre dans un plan large qui inclut Brody dans ce paysage insulaire où il a enfin trouvé sa place. Son parcours se bouclant parfaitement par son ultime phrase. Et ben voilà, c'était un aperçu de mon chapitre sur les dents de la mer. En gros, je vous ai résumé 10 pages sur les 28 du chapitre, et vous pouvez retrouver tout le reste dans mon livre sur Spielberg qui sort donc le 15 mai, et que vous pouvez précommander grâce au lien qui est en description. On se retrouve le mois prochain pour un gros chapitre sur un film qu'on m'a déjà souvent demandé d'analyser, et ce sera en collaboration avec quelqu'un qui n'était pas venu sur la chaîne depuis longtemps. Je vous dis à ciao bisous.